Salut tout le monde! Aujourd'hui on va pas parler de montres. Et non, on va parler de YouTube et de création de contenu. Bon, je vous ai pas menti, c'est dans le titre de la vidéo, hein. Cela fait maintenant un petit peu plus d'un an que j'ai commencé cette chaîne vidéo YouTube et ça me fait plaisir en fait de revenir sur tout ce parcours, sur la genèse du projet, puis de voir avec vous comment on a vécu cette année. Voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il y a eu plus d'échecs que de succès, hein. C'est normal quand on débute une nouvelle aventure. Je vais aussi parler de tous les outils que j'utilise, parce que j'en utilise pas mal au final, je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit la vidéo. Je suis Julien, et bienvenue dans Barillet. Alors avant de commencer, je dois vous dire que cet épisode est sponsorisé. Il est sponsorisé par un podcast qui s'appelle Le Roi Steven. Ça me fait plaisir que ce soit ce podcast qui inaugure le premier host read de la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est un podcast déjà? C'est une émission audio qu'on peut écouter n'importe où depuis son téléphone ou son ordinateur, ou même son enceinte connectée. Et Le Roi Steven, c'est un podcast qui est dédié aux œuvres de Stephen King, le fameux romancier de fantastique et d'horreur, mais pas que. Donc si vous avez envie de savoir si Shining c'est la meilleure adaptation de King ou si c'est plutôt ça avec Pennywise, et tout le monde peut écouter ce podcast parce que si vous êtes fan de l'auteur, les épisodes font 3 heures, vous en aurez vraiment plein les oreilles. Et si au contraire vous ne connaissez pas, il y a des épisodes de 5 minutes qui résument un livre et qui vous donnent un petit aperçu de l'univers du romancier américain. Donc je remercie le roi Steven, c'est un podcast du label Podcut et vous trouverez les liens dans la description. Et maintenant, on tourne à la vidéo. Alors, je pense que le départ de cette vidéo devrait être et sera pourquoi j'ai créé une chaîne horlogère sur YouTube. Et en fait, il n'y a pas une réponse unique, il y a plusieurs réponses à cela, il y a plusieurs facteurs qui se sont entremêlés, qui ont fait que la chaîne Barillet est née. Le premier facteur, c'est que j'ai toujours aimé créer du contenu. Je fais du podcast depuis plus de 10 ans, je fais du Twitch depuis 4 ans. Et en fait, j'adore ça, créer des choses, que ce soit derrière un micro, derrière une caméra, avec ma manette de jeu vidéo. Et j'avais pas de chaîne YouTube. Alors que j'avais tout le matos pour créer des chaînes YouTube, puisque j'avais des micros, des caméras, j'avais des logiciels de montage. Enfin, je fais tout sur Mac et c'est vraiment un bonheur cet ordi. Je le remercie tous les jours. J'ai un Mac Mini M1 et avec iMovie, c'est vraiment largement suffisant pour commencer. Et d'ailleurs, pour filmer, j'utilise mon iPhone. Voilà. Le seul truc que j'ai vraiment acheté pour cette chaîne, c'est ces micros sans fil de chez Rode, parce que j'aimais pas le setup de mon bureau par rapport au micro que j'utilise pour le podcast, qui est aussi un Rode, un mic pro. Deuxième facteur, en fait j'aime bien les montres. Parce que c'est mieux de parler d'une passion, d'un truc qui nous motive, qui égaye notre quotidien. Et en fait, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les montres. J'ai le souvenir de ma première montre qu'on m'a offerte. C'est une Casio, une F91, classique, que je portais tout le temps, sauf à la piscine, parce qu'elle n'était pas super étanche, water resist, hein. Je me souviens de cet éclairage LED qui était très bizarre parce qu'il éclairait pas très bien. Mais quand t'es gamin, ça suffit largement. Et je me souviens même de mon premier réveil matin, qu'on appelait aussi radio réveil. Je vous mets une image. C'était un radio réveil Titi et Greminet et je trouvais ça fou d'avoir la radio dans ma chambre. J'ai passé les 35 ans, hein, donc maintenant ça paraît évident, mais à l'époque, non. Et je me souviens de cette petite aiguille jaune qu'il fallait régler pour l'alarme et qu'en fait il fallait calibrer en fonction des heures. Puis en 2022, j'ai commencé à me refaire une collection de montres, après le cambriolage qu'on a subi quelques années auparavant. Alors j'ai retrouvé une photo des quelques montres que j'avais début 2022. Ça a énormément évolué depuis. Mais voilà, ça m'a remis un petit peu le pied à l'étrier et même le bras dans l'engrenage, si je devais utiliser plein d'expressions. Parce que depuis, ça n'a pas arrêté. Troisième facteur, c'est que je consomme du YouTube horloger. Il y a plein de chaînes que je regarde. Et je trouvais qu'il y avait encore la place pour d'autres créateurs de contenu, tant que tu as un angle qui est un peu différent. Et le mien, il est, si je devais le définir, il est à la fois sur parler plutôt des montres abordables, ce que plein de chaînes font, mais aussi d'en parler de manière très détente, parce qu'il y a un des trucs qui me gave, entre guillemets, le plus sur les chaînes horlogères francophones et anglophones, c'est que tu as l'impression que c'est un sujet ultra sérieux, qu'il faut être bien sapé pour en parler, etc. C'est pour ça que je me force à mettre des fringues de sport et un bonnet, pour vraiment dire, dès la vignette, mec ou nana, si tu cliques là-dessus, t'inquiète, on va être détente sur le sujet. C'est vrai que j'habite en Suisse, alors ce serait facile de parler de Rolex, d'Omega, etc. Il y a déjà plein de gens qui le font, donc autant aller sur un autre truc, pas plus niche, mais qui intéresse peut-être plus de monde. On peut tous s'acheter une Casio, je suis pas sûr qu'on peut tous s'acheter une Rolex. Et en fait, il y avait une chaîne qui faisait ça, qui s'appelait La Petite Trotteuse, et qui depuis 2 ans fait plus de vidéos. Mais alors lui était vraiment dans le même créneau que ce que je cible. Et pour le coup, bon, même s'il avait été là, je l'aurais fait, parce qu'on fait différemment. Mais voilà, les autres chaînes sont, à mon avis, plus généralistes. Tout ça a fait que les planètes se sont un peu alignées en même temps. Et je crois que c'était en octobre 2022, je me suis dit,
let's go, on lance une chaîne. Donc déjà, comme tout projet de création de contenu que je fais, je me mets une sorte de premier objectif assez court terme pour voir si ça me plaît ou pas. Donc là, je me dis, dans ta collection, à l'époque là, j'avais 6-7 montres, tu fais 6 vidéos, t'en fais une par mois. J'avais prévu à la base de faire que des revues de mes montres. Et puis, tu vois si ça te plaît ou pas. Pourquoi mensuel? Parce que dans les autres médiums où je fais du contenu, je sais que mensuel, c'est vraiment la fréquence de publication plat du pied sécurité, quoi. Normalement, tu as le temps, malgré ta vie de famille, malgré ta vie professionnelle, de faire une vidéo par mois. Après, on verra que ça t'aide pas à gagner de l'audience, mais de toute façon, quand tu te lances au début, le but, c'est pas de faire des millions de vues. Le but, c'est de prendre du plaisir à faire des vidéos et à construire ton audience petit à petit. Pour le nom et le logo, j'ai la chance de bosser avec un graphiste sur d'autres projets qui s'appelle Namasté. Salut Kevin. Il m'a fait le logo que vous voyez ici. Pour le nom, pareil, une autre chaîne qui m'a beaucoup inspiré pour faire du YouTube, c'est c'est Villebrequin. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment pas con de prendre une pièce du sujet que tu chroniques. Et j'ai cherché dans les dicos d'horlogerie un mot qui serait sympa. Et barillet, ça me semblait pas mal. Ça s'était pas trop pris. Je crois qu'il y a quelques clips de rap qui s'appellent barillet, mais sinon, le champ était assez libre. Donc c'est comme ça qu'est venu le nom. Autre source d'inspiration pour mes vidéos, c'est le joueur du grenier. Le joueur du grenier, si vous le suivez, enfin je crois que c'est un des premiers youtubeurs auxquels je me suis abonné il y a... Putain, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a 12-13 ans. Et il a un truc qui est très simple, c'est qu'il a une chemise par thème de vidéo. Et moi, j'ai voulu faire pareil avec les articles de sport, enfin surtout des maillots de foot. C'est-à-dire que quand je fais une revue de montre, j'ai un maillot du pays de la montre. Et quand je fais des vidéos un peu à côté, je prends autre chose. Ça peut être un maillot de foot US, la dernière fois j'avais un maillot de hockey, là j'ai un maillot de vélo. Mais voilà. Et le bonnet. Très important le bonnet d'avoir une signature visuelle qui fait qu'on peut te reconnaître tout de suite sur une homepage YouTube. Et d'ailleurs, là, en me voyant dans le retour de la caméra, il y a un gars qui a un peu la même approche sur le côté détente, c'est Moonwatch. Alors lui, il a un survêt de la New Team, très souvent, mais parce que là, je me rends compte qu'avec ce truc Rafa, ça fait un peu le même délire. Et voilà, vous allez sur sa chaîne, c'est aussi détente, et c'est ça que j'aime bien. Donc on a créé le cadre, on a créé des objectifs, on a notre logo, on a notre nom. Il ne reste plus qu'à trouver le sujet de la vidéo. Et je vous dis, c'est octobre 2022 que je commence à bosser sur le sujet. Et par chance, il y a un sujet en 2022 qui a vraiment crevé la bulle de l'horlogerie. En fait, c'est la Moonswatch. Donc la Moonswatch, c'est une montre qui est une collaboration entre Swatch et Omega. Elle a explosé le marketing horloger, elle a explosé les ventes, elle a remis Omega sur le devant de la scène, elle a fait grimper les ventes de Swatch. Vraiment, coup de maître. Et sur YouTube, ça fait des clics. Parce que s'il y a bien un premier truc que j'ai appris de cette année sur YouTube, c'est que il faut faire des vidéos sur des objets qui suscitent des émotions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, l'émotion, c'est ce qui drive votre audience et vos clics. On reviendra là-dessus un peu plus tard quand on fera le défilé chronologique des vidéos. Alors c'est cool, j'ai un sujet. J'ai une montre, je l'ai en plus, j'en ai acheté une. La version Mars, comment on écrit une vidéo? Parce que pas de l'impro, hein, tout ce que vous voyez, c'est écrit en fait. On essaye de le rendre dynamique avec un peu d'interprétation, mais il y a très peu d'impro dans mes vidéos et dans la plupart des vidéos des youtubeurs. Et comme j'ai aucune expérience d'écriture vidéo, de réalisation vidéo, de montage vidéo, je suis une formation de MKBHD, donc Marquise Brownlee. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'influenceur tech le plus vu sur YouTube. Allez voir sa chaîne, c'est excellent. C'est un gars qui fait des putains de vidéos, mais c'est vulgaire, donc des très bonnes vidéos. C'est clairement mon youtubeur tech préféré. Et il est sur un site qui s'appelle Masterclass, qui est un site américain. Vous pouvez suivre une formation de plusieurs personnes, dont ce gars-là. Et lui, c'est vraiment comment on crée des vidéos de revue de produits. Et en fait, que ce soit faire la revue du dernier iPhone ou la revue de la dernière Swatch, en soi, le cadre de la vidéo, il peut être pareil. Et tout ce que vous allez filmer, comment vous allez filmer, que ce soit un téléphone portable ou une montre, il y a beaucoup de similitudes. Donc la formation, elle est vraiment top. Je la suis pendant 2 semaines. Après, j'arrête l'abonnement pendant la période d'essai. Comme ça me coûte rien. Je crois que sinon, c'est genre 250 € par an. C'est pas donné. Et bref, j'apprends. J'apprends comment on écrit, j'apprends comment on prépare, j'apprends ce qu'est un b-roll. Je me fais rassurer sur mon matos. Parce qu'il dit effectivement qu'un iPhone, avec l'éclairage de votre fenêtre, selon à quelle heure vous tournez, etc., vous n'avez pas besoin d'acheter 10 000 trucs. Je pense que le seul truc peut-être qui me manque aujourd'hui pour faire des images encore plus chiadées, ce serait un bras pour faire des plans transversaux. C'est un nom, je suis en train de chercher le nom dans ma tête. Des travelling, pour faire des travelling de produits. Mais à part ça, franchement, j'ai déjà largement de quoi faire avec ce que j'ai déjà. En parallèle de la formation, je bouffe du YouTube. Je bouffe du YouTube horloger, francophone, anglophone. J'en bouffe, et je regarde à chaque fois les vues. Et j'essaye de voir, ok, quelles sont les vidéos qui ont marché, essayer de détecter un peu pourquoi ça a marché. Et après tout ce travail qui prend bien un petit mois,
j'écris un script. J'écris un premier script de vidéo sur la Moonswatch. Alors je le fais relire, très important. Faites-le relire à des gens, soit qui sont fans du sujet, soit qui ne sont pas fans du sujet, parce que vous allez avoir les deux types d'audience, donc c'est bien d'avoir les deux avis. Donc je remercie ma moitié qui a fait ça. Je remercie les gens du Discord de qualité. Salut Anui, salut Quentin, c'est la vidéo des coucous. Et de ça, j'en tire une structure qui va me servir de cadre pour toutes mes revues de vidéos, c'est-à-dire j'adore parler de l'histoire des marques. Donc je vais prendre une grande partie de la vidéo pour déjà introduire la marque de la montre dont on parle, et après on aura une deuxième partie qui est revue de montre plus classique avec le boîtier, le bracelet, l'étanchéité, le mouvement, le prix, etc. Donc voilà, tout est prêt, maintenant il faut tourner. Donc pendant un week-end, bah voilà, sur un trépied, un iPhone, une DJI Osmo Mobile, c'est une autre caméra avec une Steadicam que j'utilise de temps en temps, mais j'ai du mal parce que sans un vrai retour, c'est souvent flou. Un micro sans fil, un trépied, et puis let's go, hein, on part. Alors j'ai beaucoup galéré à trouver une bonne application sur iOS qui tourne des vidéos avec le son synchronisé, parce que l'application native de l'iPhone, quand vous utilisez un micro externe comme celui-là, en fait au bout d'un moment le son se décale et c'est une horreur de montage. Donc maintenant j'utilise un truc qui s'appelle Camera Pro, ça fait le boulot, je sais plus combien j'ai payé ça, pas très cher, genre 10 balles. J'ai une vidéo vraiment prête à l'emploi. Donc je tourne cette vidéo, je fais plein de plans de ma Moonswatch avec mes deux caméras, mon iPhone, mon DJI. Puis je commence à monter tout ça dans iMovie. Donc iMovie, c'est un logiciel de montage gratuit sur macOS. C'est très bien, ça fait très bien l'affaire. Et là, je dois apprendre une nouvelle grammaire de montage. Ce que j'appelle une grammaire de montage, c'est que dans le monde de l'audio d'où je viens, vous devez laisser des silences. Si vous écoutez un podcast qui pendant 30 minutes parle sans interruption, votre cerveau va fondre. Vous avez besoin de respiration, vous avez besoin de silence pour que vous puissiez assimiler ce que vous venez d'entendre. YouTube, c'est totalement différent. YouTube, c'est ultra dynamique. Le silence fait que les gens cliquent ailleurs. Donc il faut vraiment un truc très rythmé. Ça s'apprend, ça s'apprend. Donc voilà, on met des cuts, des cuts, des cuts. Bon, après monter vidéo audio, il y a quand même des réflexes de scinder tout ça qui font que je m'en sors pas trop mal en termes d'efficacité. Puis bah cette première vidéo, elle est prête quoi. Sauf que bah, je peux toujours pas la publier ma vidéo parce qu'il me manque deux choses qui sont très importantes quand on fait du YouTube, un titre et une vignette. Alors pour la vignette, j'ai fait un truc ultra simple. J'ai un abonnement Canva, j'ai mis mon truc dans Canva avec une photo officielle de Swatch pour la montre, ma tête, prise de la vidéo, on enlève l'arrière-plan, un titre et c'était parti. Par contre pour le titre, j'ai utilisé un outil. Donc, je vous ai dit, hein, j'utilise plein d'outils en fait pour faire ma chaîne et mes vidéos et ça me fait gagner beaucoup de temps et surtout, bah, il y a des choses que je ne sais pas, donc il n'y a aucun souci à s'appuyer sur des gens qui commercialisent pour 10 balles des services qui vous font gagner énormément de temps. Donc le titre c'est Rotor parce que bah, y a déjà énormément de vidéos sur la Moonswatch sur YouTube. Donc il faut que je trouve un angle, du moins dans le titre, qui n'a pas encore été abordé. Et pour ça, je vais utiliser l'outil qui s'appelle TubeBuddy. Et TubeBuddy, c'est une sorte d'assistant pour créateurs de contenu YouTube. Il y a plein de petites fonctions dans cet outil, dont un qui permet en fait de taper des mots-clés et de voir quel est le potentiel de ce mot-clé par rapport à votre chaîne. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ce mot-clé? Parce que plus il y a de gens qui recherchent, plus vous avez une audience potentielle qui est bonne. Combien de vues font les vidéos du top 20? Plus ça fait de vues, plus les gens cliquent. Et après, il regarde s'il y en a beaucoup de ces vidéos qu'on fait beaucoup de vues. Et en fait, grâce à ce calcul, il vous dit entre 0 et 100 s'il y a un angle ou pas. Et en fait, j'ai commencé à taper des mots avec la Moonswatch et Swatch pour chercher un angle. Et c'est là où j'ai trouvé le duo Arnaque-Swatch, qui était un truc très recherché, avec peu de vidéos, mais qui marchait. Donc là, ça a été le point de départ de la création du titre. Titre qui sera Arnaque, point d'interrogation, faut-il acheter une Swatch x Omega? Et si j'ai utilisé Swatch x Omega et pas Moonswatch, c'est parce qu'il fallait que j'utilise ces deux mots-clés dans mon titre. On est mi-décembre 2022 et je publie ma vidéo. Je la publie un samedi. Je ne connais rien en termes de calendrier. Maintenant, je sais que beaucoup publient plutôt le dimanche à 18 h parce que c'est là où il y a le plus de gens sur YouTube. Après coup, je l'ai fait aussi. Tu fais ça et que tout le monde le fait. Alors oui, tu as plus de gens qui regardent YouTube, mais ils regardent peut-être des chaînes qui ont plus d'abonnés que toi ou plus de vues ou des sujets qui les intéressent plus. Donc peut-être qu'il faut chercher un autre créneau dans la semaine qui fera que tu seras un peu plus libre. Bref, vidéo publiée, la pièce est lancée en l'air. Et puis bah voilà. Non, pas voilà. Ça s'arrête pas là. C'est pas parce que vous avez publié sur YouTube que les gens vont venir voir votre vidéo. Non, non. Une autre aventure commence, celle de la communication. Comme je vous ai dit, je viens du monde du podcast. Et dans le monde du podcast, la découvrabilité de nouvelles choses, elle est nulle. Donc vous êtes obligé de passer par des réseaux sociaux, par des posts, par de l'influence, par des RP pour faire connaître votre émission. Moi, je ne connais pas YouTube, donc de base, j'applique les mêmes principes. Donc j'en parle autour de moi de cette vidéo. J'en parle à mes amis, j'en parle sur mes réseaux, que ce soit sur Twitter, sur Insta. J'en parle sur LinkedIn, alors que je fais un métier qui n'a rien à voir. Mais j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de gens
Moi, j'évolue dans le monde bancaire, il y a plein de gens qui adorent les montres, donc en fait, ça a trouvé une autre cible. Une fois que ça c'est fait, hop, je prends une petite pause, je laisse respirer 2 jours, je vais voir de temps en temps les statistiques, les commentaires, etc. Et les 3 premiers jours, je dois faire 300 vues, 250-300 vues. Moi, j'ai aucun référentiel sur le monde de YouTube, mais je trouve ça bien. Je suis content de moi. Par rapport au monde du podcast, c'est énorme quand on lance quelque chose de nouveau de nulle part, donc voilà. Je suis content, je me dis ouais, je vais atteindre les 1000 vues à la fin du mois, ça sera cool. Et puis le 4e jour, la vidéo fait 2000 vues sur la journée. Et moi, je suis là en mode waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je comprends pas, hein. On est mardi, j'ai rien fait de spécial que mes relais sur mes réseaux, et je les ai fait dimanche et lundi. Là, on est mardi, et bam, grosse claque. Et donc, en fouillant dans le YouTube Studio, qui est le back-office des créateurs de contenu, bah, je me rends compte que YouTube commence à mettre en avant ma vidéo, de lui-même. Et là, je suis sur les fesses, hein. Je me dis waouh, trop bien, putain, 2000 quoi. Et je vous la fais courte, mais en un mois, j'atteins genre 45 000 vues. Et là, c'était au-delà de mes espérances. Je m'étais pas fixé d'objectif d'audience, mais moi, si j'atteignais 10 000 vues sur l'année, j'étais content, quoi. Je connais pas YouTube. Alors, je sais qu'une seconde vaut que pour une vue, mais quand même, quoi. C'était super cool. Et là, premier mois, 45 000, top. Et puis, il y a plein de gens qui s'abonnent. Et donc, ça, c'est super cool. Donc, c'est-à-dire que cette première vidéo, elle marche. Et ça fait un bon petit boost pour continuer la chaîne. Et chose qui est drôle, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Autre chose cool grâce à cette vidéo, c'est que ça m'a permis de pratiquement atteindre en une vidéo tous les seuils d'affiliation que demande YouTube. Et l'affiliation, ça permet d'avoir accès à d'autres fonctionnalités et d'activer la monétisation. Donc là, je suis ultra motivé, c'est vacances de Noël. Bam, je retourne au charbon et je fais ma 2e vidéo. Alors, chose qui est importante pour moi, c'est que je ne ferai pas de revue de montre si j'ai pas la montre dans les mains. C'est pour moi impossible de faire une vidéo revue de la montre sans toucher l'objet parce que j'ai été trop souvent déçu entre des visuels que je voyais sur Internet et l'objet que j'avais dans les mains. Donc, ça, c'est un sujet pour moi, c'est rédhibitoire. Par contre, ça ne m'interdit pas de faire des vidéos où je parle de montres, mais sans rentrer dans le détail. Genre une vidéo sur une collection de montres de plongée, là, il n'y a pas de souci. Donc je regarde ma collection de montres, et en fait, il n'y en a aucune autre dans ma collection qui suscite autant d'émotions que cette Moonswatch. Donc je me dis, bah pas grave, fais la montre qui te fait kiffer. Et c'est comme ça que je pars sur la Lipnautic Ski. C'est une montre de plongée, la marque est française, elle commence à revenir et tout, elle fait des efforts pour revenir dans le game. Bah let's go quoi. La vidéo sort en janvier et j'atteins les seuils d'affiliés, donc je passe affilié et je commence à activer la monétisation. C'est super cool. Le train de la hype là, il est plein gaz. Forcément, cette 2e vidéo, elle fonctionne moins bien que la Moonswatch, mais il y a quand même une sorte d'attraction, enfin de traction entre les 2 vidéos. Et je fais plusieurs milliers de vues, je suis content, je me dis ok, let's go. L'objectif de 6 vidéos en 6 mois, il va être simple. Tu es en train d'avoir des bonnes audiences. Tout va rouler parfaitement pour ta chaîne, sauf que ça va pas se passer comme ça du tout. En parallèle des vidéos tradies, YouTube fait beaucoup de promotion de son format short, qui est le format Insta Stories ou le format TikTok, et veut que les créateurs de contenu mettent des shorts en exclusivité sur YouTube. Moi, je suis pas contre l'idée, donc j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais proposer comme contenu de short, donc des vidéos de 1 minute max, mais qui soient intéressantes. Et je me dis, vas-y, prends une personnalité et fais sur une semaine, un jour par jour de la semaine ouvrée, une de ces montres. C'est comme ça que je fais 5 montres du président français Macron. Je lance le truc, ça fait, je sais plus, entre 700 et 1000 vues. Le format me plaît pas, enfin, du moins, la façon que j'ai d'aborder le format me plaît pas. C'est beaucoup de travail pour un résultat que je trouve pas fou. Et puis, faire ce genre de revue, ça pourrait être l'objet d'une vidéo plus longue. Donc du coup, je me dis, ok, bon, c'est pas grave. T'as testé, ça marchote, mais sans plus. Mets-le de côté pour le moment et repars sur les vidéos au format plus standard. Par contre, un truc qui est assez fou avec ce format, c'est que dès que vous publiez un short, dans les 7-8 heures après la publication, YouTube va tester votre vidéo. Donc vous allez avoir de toute façon 300-400 vues gratos parce que YouTube va tester votre vidéo. Et si elle marche, il la pousse encore plus loin. C'est un peu l'effet 301 vues des gens qui regardaient YouTube il y a 10 ans. Mais par contre, si votre vidéo elle marche pas, après elle va vraiment stagner de ouf. On arrive début février et la monétisation est lancée et pratiquement 2 jours après, les audiences des 2 vidéos qui existent déjà, bam, ça drop, mais vraiment ça retombe. Donc ça, c'est le graphe de mes impressions de vidéos. Donc les impressions, c'est pas les vues. Les impressions, c'est quand YouTube affiche votre vignette et votre titre à quelqu'un. Après, il clique ou il clique pas. Et comme vous pouvez le voir, ça tombe, mais radicalement. Et clairement, on rentre dans ce que je vais appeler la période du doute. Le nombre de vues ne fait que baisser. Je trouve aucun sujet que je peux aborder qui a un potentiel comme la première vidéo. Et je me creuse la tête et c'est chiant de vraiment chercher des sujets, de rien trouver, quoi. Ce que je fais,
c'est que je contacte quelques marques de montres et je leur demande est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo de votre montre que vous venez de sortir, elle me plaît, je viens de me lancer, voilà ma chaîne, dites-moi ce que vous en pensez. Et il y a une marque de montre qui répond ok, banco. C'est Bussy Paris, donc merci encore à Nousseima de m'avoir fait confiance. Et elle m'envoie une montre, comme je vous l'ai dit, il faut que je l'ai dans les mains. Je la teste pendant 2 semaines, on fait une interview. En plus c'est bien parce que d'avoir une femme dans le monde de l'horlogerie, c'est assez rare. Et puis, je publie la vidéo. Et je crois qu'encore à aujourd'hui, cette vidéo, c'est celle qui a le moins de vues de la chaîne. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai retenu de cette année de YouTube, c'est que c'est pas les montres que toi tu kiffes qui vont faire kiffer les gens et qui vont le faire cliquer sur ta vidéo et sur ta chaîne. Et vraiment, hein, la montre peut être super sympa, tu peux vraiment passer énormément de temps à en parler, à mettre du cœur à l'ouvrage. Les gens, si dans le titre ou dans la vignette, ils voient la montre, ils la connaissent pas, ça l'intéresse pas, etc. Next. Donc moi je regarde, c'est simple, si la vidéo fait moins que la moitié de mon nombre d'abonnés, c'est que c'est vraiment, je me suis trompé sur le sujet. Il n'y a rien de personnel là-dedans, ça arrive, hein, faut se tromper. Après, à chaque fois que tu fais une vidéo, tu t'améliores sur la technique, sur l'écriture, etc. Donc c'est toujours utile. Mais il faut arriver à se détacher un petit peu du nombre de vues, surtout sur les montres qui ne sont pas connues. Je continue les revues de montres et puis ça marche de moins en moins bien, donc je me dis, allez, pas grave, sur tes 6 vidéos, tu vas en faire une autre qui n'est pas la même chose. Donc je cherche un second format de vidéo et je tombe sur un truc qui me semble assez logique, qui est de la pédagogie en fait. D'expliquer de manière très simple un terme d'horlogerie. Parce que parmi les retours que j'ai, dans mon cercle d'amis, on va dire, c'est le truc qui me revient le plus, c'est que parfois j'utilise des termes, et pourtant je ne suis pas le mec le plus technique, loin de là en horlogerie, mais j'utilise des termes totalement inconnus à des gens qui regardent ma chaîne. Et c'est comme ça que je sors une première vidéo sur les boîtiers, avec les matériaux, pour expliquer c'est quoi un boîtier, pourquoi il y a ces matériaux-là, etc. Comment ça joue sur l'étanchéité, enfin un truc basique. Et là, je vois que le nombre de vues commence à remonter. Donc ça fait plaisir. Tu te dis, bon, tu as cherché un autre truc et ça a titillé les gens. Cool. Et on arrive à la fin du mois de juin et je me dois de faire le bilan parce que j'ai atteint les 6 vidéos et pour moi, il est clair que je peux continuer ce projet pour plusieurs raisons. La première, c'est que je m'éclate à faire de la vidéo. J'ai testé plein de trucs différents, j'ai testé, donc là, la situation un peu normale dans mon bureau, j'ai testé en vlog, et j'ai encore plein d'idées avec des drones, en forêt, etc. Mais vraiment, c'est une passion qui me procure de la joie, de la satisfaction. Clairement, quand vous avez une passion qui vous plaît, faut continuer, quoi. Et puis l'exercice de parler devant une caméra, même pour mon boulot, quand je fais des confs ou dans le podcast, ça aide en fait à prendre de l'assurance, à parler de manière de plus en plus distincte, à bien articuler en présentation à l'oral. Donc ça, c'est cool. Et quand je monte, je vois que j'ai souvent des tics de langage. Là, j'en fais plein, je m'en rends compte avec des e. Ça permet de les conscientiser et de les effacer. La deuxième raison qui fait que je continue, c'est que ça a totalement décuplé ma passion de l'horlogerie et que les gens viennent m'en parler. Au boulot et dans mes amis, les gens viennent me dire maintenant, tu penses quoi de cette montre-là? Qu'est-ce que je pourrais acheter pour tel prix, etc. Et j'adore ça en fait. J'adore aider les gens sur des questions d'horlogerie. Puis je trouve que c'est un objet qui est tellement cool, la montre, que ça mérite d'être démocratisé et vulgarisé au plus grand nombre. Et la troisième raison qui font que je continue, c'est que quand je compare les chiffres dans mes podcasts et les chiffres de YouTube, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Je fais 100 fois plus sur YouTube que sur le podcast. Donc là-dessus, c'est ultra gratifiant. Quand on vient d'un monde où c'est vraiment petit, vous faites du YouTube et vous explosez vos scores, putain, vous avez envie de continuer, quoi. Franchement, le ratio temps travaillé vu, 10 fois supérieur au podcast. Donc je me dis, let's go, on continue jusqu'à la fin de l'année. Donc juste avant l'été, je sors 3 vidéos, dont une en mode vlog. Je teste des trucs, ça marche pas et tout, mais... Alors l'exercice du vlog, donc c'est-à-dire de marcher dans la rue comme ça, avec une caméra, très bizarre. Très bizarre de faire ça. On a l'impression de gêner les gens et tout, on a l'impression d'être un peu con, comme ça t'es dans le train, tu parles et tout. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé faire, mais j'étais pas le plus à l'aise. Je retourne sur les shorts et je me dis, bon, fais pas des trucs aussi chiadés que tu as fait avant. Par contre, essaye d'en poster vraiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc j'ai testé d'en poster pratiquement tous les jours pendant 2 semaines et de voir si ça entraînait une sorte de développement de l'audience ou des abonnés parce que quand je vais dans YouTube Studio, je me rends compte que entre les gens qui regardent les vidéos longues et les gens qui regardent les shorts, il y a très peu d'intersection en fait. Parce que c'est une consommation de médias vidéo qui est sur deux populations différentes. Le format long s'adresse à vraiment tout le monde, alors que le format short s'adresse aux gens beaucoup plus jeunes. Donc je fais ça pendant 2 semaines, et la conclusion de mon expérimentation, c'est oui, ça engendre des vues, non, ça n'engendre pas beaucoup d'abonnés. Donc est-ce que c'est utile de faire ça? Peut-être pas tous les jours, mais d'en faire 2-3 par semaine, ouais, c'est quand même bien. Et puis parfois, ça vous permet de prendre des pics. Moi, j'ai des shorts qui ont fait 4-5 000 vues. À mon échelle,
c'est beaucoup. Et toujours dans les outils, ça m'a permis de découvrir un outil qui s'appelle CapCut. Donc CapCut, c'est un outil de montage sur téléphone qui a été créé par Tencent, qui est la maison mère de TikTok, et qui permet de faire des très bonnes vidéos sur téléphone avec 2-3 photos, 2-3 vidéos très facilement. La version gratuite fait énormément de choses déjà, vous n'avez pas forcément besoin de prendre la version payante. Et clairement, je vous le recommande, hein, si vous voulez faire des formats shorts, mais utilisez ça. Ça fait même les sous-titres maintenant. Moi, ça m'arrive quand je prends le train pour aller au taf, de faire 1 ou 2 shorts sur les 40 minutes de train que j'ai, hein, avec juste mon téléphone. Tellement c'est puissant. Arrive le début de l'été et là je me dois de faire une pause dans mon contenu, non pas parce que j'ai perdu la motive, mais parce que je prépare une course de vélo qui s'appelle le Paris-Brest-Paris. Donc il faut faire Paris-Brest-Paris en vélo en 3 jours et demi et ça me demande d'aller faire du vélo tous les jours. Donc clairement ça me réduit mon temps libre pour faire d'autres choses, dont des vidéos. Donc voilà, pause de l'été, et puis je reviens en septembre, et par chance, mes amis de Swatch ils sortent une nouvelle collab. Donc là, banco. Rien de mieux pour relancer la rentrée de la chaîne que de faire une vidéo sur la nouvelle collab Swatch avec Blancpain parce que ça génère autant de trafic que la première. Ça générera beaucoup moins de ventes pour le Swatch, mais en termes de YouTube, pratiquement tout le monde va se jeter dessus et a raison parce que les gens veulent se renseigner et veulent savoir avant la publication officielle des infos qu'est-ce que sera cette nouvelle collab, est-ce que ce sera une montre automatique, combien de variations il y aura, etc. Donc je ne suis pas dans les premiers à sortir une vidéo. Je crois que c'est Amateur de montres qui sort la première ou une des premières. Par contre, en attendant 24 heures de plus, on a accès à beaucoup plus d'informations. Donc moi je me dis, fais un format assez court. Voilà, sachez tout en 5 minutes sur la Swatch Blancpain. Je sors la vidéo et elle marche bien, je suis content. Ça relance la motive et on se dit qu'on va finir l'année avec 2-3 autres vidéos. Et puis dans la banque où je bosse, il y a un site de petites annonces et je tombe sur un collectionneur de Swatch. Et pour moi, c'est l'aubaine parfaite parce que cette nouvelle collab avec Blancpain, c'est une montre de plongée. Et en fait, Swatch a dans le passé fait une montre de plongée qui s'appelle la Scuba 200. Et je me dis, mais pourquoi ne pas continuer à faire une vidéo qui prend la trend de la Swatch Blancpain, mais sur un sujet autre. Et donc j'achète une de ces montres et puis je fais une vidéo sur la Scuba 200 et j'en apprends plein en fait. J'apprends plein de choses sur cette montre et c'est super cool. Toujours en testant des nouvelles choses. On a une époque où ChatGPT s'est énormément démocratisé et notamment sa fonction de création d'images avec DALL-E et je tente de faire une miniature, enfin une vignette avec DALL-E. Franchement, le résultat, je trouve qu'il passe. Ça permet d'avoir un truc un peu différent. Et puis, bon, si vous regardez dans les détails, vous verrez que les titres sont écrits de manière un peu bizarre, enfin les textes dans l'image. Mais ça n'a pas empêché les gens de cliquer sur la vidéo. Donc c'est une bonne chose à savoir. Vous pouvez faire des vignettes avec DALL-E, puis après vous mettez ça dans Canva, puis vous rachetez votre titre, vos têtes, etc. Je finis l'année avec une vidéo sur le Luminova. Et en fait, donc c'est la 3e vidéo pédagogique que je fais. Pareil, j'ai commencé à construire un cadre qui me permet de faire des vidéos de 5-10 minutes assez carrées. Par contre, sur ce format-là, le seul truc qui me manque encore, c'est que j'ai pas assez de b-roll, donc de vidéos qui viennent habiller ta vidéo principale. Ça coûte beaucoup trop cher d'accéder à des bibliothèques de vidéos pro. Et dans le gratuit, je trouve qu'on les retrouve un peu partout, en fait, ces b-roll. C'est le seul truc qui m'empêche d'en faire un peu plus, des vidéos pédagogiques. Mais à part ça, c'est vraiment super comme format, puis ça me permet d'alterner avec les revues de montres. J'arrive au bout de mes 12 vidéos, de mes 12 mois, donc j'ai tenu mon rythme, je suis content, je me félicite. Puis je regarde les valeurs dans YouTube Studio, puis je me rends compte que j'atteins 2000 abonnés, 100 000 vues, et moi je suis ultra content. Donc déjà, je vous dis un grand merci à vous tous et vous toutes, parce que c'est vous qui faites gonfler ces chiffres. Et je trouve ça incroyable qu'avec juste de l'organique, juste avec de la mise en avant de YouTube et un peu de bouche à oreille, j'ai réussi à atteindre ces chiffres-là. Ce qui me donne bien sûr la motivation de continuer d'essayer de faire au moins le double pour l'année prochaine. Donc ça va me permettre de vous parler des projets pour le futur de la chaîne. Donc déjà, je vais vous dire ce que je ne vais pas faire. Et je ne vais pas faire d'Instagram. Je ne vais pas faire de réseaux sociaux variés pour la simple et bonne raison que je sais que ça demande beaucoup de temps pour faire un truc bien et efficace. Et clairement, je préfère utiliser le format short de YouTube. Je le relais sur mon TikTok, qui est le TikTok qui a mon nom et qui n'a pas au nom de Barillet. Ça me permet de tester un peu des idées aussi, parfois, avant de les publier sur YouTube. Avoir un réseau social dédié à Barillet me demanderait beaucoup trop de temps. Je préfère me concentrer sur le contenu vidéo. Donc voilà, je ferai du YouTube, du réseau social Twitter, LinkedIn, et du TikTok. Et d'ailleurs, pour faire ces fameux shorts que je veux faire 3 par semaine, j'utilise un site web qui s'appelle Opus et qui vous permet en fait de créer des shorts automatiquement. Vous rentrez un URL de YouTube. Donc moi, je rentre mes propres vidéos. Je ne vais pas y faire des shorts sur les vidéos des autres. Et ça va sélectionner des bouts de votre vidéo qui ont le plus d'intérêt d'après lui. Et vraiment, ça fait le montage, ça fait les sous-titres. C'est ultra efficace. Ça coûte 10 balles par mois. Et si vous voulez faire du YouTube et du short, investissez là-dedans. Et je vous dis ça, j'ai pas de part. Deuxième point, on va changer la fréquence de publication de la chaîne et je vais passer à 2 par mois minimum parce que je commence à maîtriser le processus de fabrication, parce que je commence à comprendre les codes, parce que j'ai envie de faire des revues de montres et des sujets connexes. Maintenant, je me sens à l'aise pour faire des tier lists, pour faire des tops, etc. Donc,
on va alimenter la chaîne avec ce genre de vidéos. Et le troisième point que je veux vraiment faire cette année, c'est développer les collaborations avec d'autres youtubeurs horlogers. J'ai commencé à observer, à discuter avec certains. J'ai rejoint un Discord horloger et je vais vous le mettre en description aussi. C'est le Discord de Moonswatch. Et clairement, j'aimerais bien faire des vidéos collab. Par contre, se pose la question de la distance pour moi parce que j'habite en Suisse. Et à part Watch Art Geneva, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment à l'autre extrême du spectre du YouTube horloger, il va falloir que soit que je me déplace, soit qu'on fasse des trucs à distance. Mais je vais bosser là-dessus pour faire des collabs avec les collègues. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour une fois, j'ai réussi à bouger ma souris pour que le logo Barillet reste tout le temps allumé. N'hésitez pas à me faire en retour, en commentaire. J'aime bien aussi avoir quand je suis des chaînes YouTube, avoir des vidéos sur un peu la cuisine. Donc j'espère que ça vous aura fait le même effet. Et puis on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une vidéo sur des montres cette fois-ci. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Les retours, ça fait énormément de plaisir aux créateurs et aux créatrices de contenu. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!